Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e édition de Ask Me Anything Uniris. Donc cette 3e et dernière édition, Sébastien, de 2020. Aujourd'hui, nous allons aborder différentes thématiques telles que le minage et également le stockage, donc qui sont au cœur de vos préoccupations actuelles. Donc on va commencer, Sébastien, avec les premières questions, notamment sur l'aspect stockage. À savoir, quelle est la solution la plus sécurisée pour stocker ces crypto-monnaies, notamment le Yuko, bien sûr. Très bien. Donc là aujourd'hui, ce qu'on vous conseillerait plus, c'est effectivement de continuer à utiliser les plateformes telles que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit sur Zebitex, sur Blockchain.io ou sur Probit. Aujourd'hui, eux offrent quand même un service qui est de qualité, c'est quand même des bonnes plateformes. Il y a d'autres solutions comme des solutions hardware ou autres, mais néanmoins, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de manipuler ce type de hardware, c'est clair que cette solution-là est quand même supérieure. Ok, parfait. Ensuite, également, seconde question, une solution du côté exchange fait peur. Si la société disparaît avec les crypto-monnaies, donc ce qui est déjà arrivé avec le cas de MTGOX dans le passé. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire davantage à ce sujet-là ? Tout à fait. Alors effectivement, on est dans un monde décentralisé. C'est clair que de centraliser ses clés dans une plateforme d'échange, ça peut paraître un petit peu anachronique. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que ça offre quand même un niveau de garantie qui est bien supérieur à un ledger que vous perdriez et que vous n'auriez pas les moyens de récupérer. Donc effectivement, c'est un risque à mesurer. Suivant votre compétence technique, privilégiez peut-être le nano ledger. Et dans le cas où vous n'êtes pas sûr de vous, restez sur une plateforme type Zebitex par exemple. Ce qu'il faut voir, c'est que on a très peu ouvert aujourd'hui la supply. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très peu de Yuko sont sur le marché. Donc s'il y avait effectivement un problème avec Zebitex par exemple, on serait nous en mesure d'effacer ce qui a été fait dans le passé et réinjecter en fait les Yuko que vous auriez perdus directement sur un autre wallet. Donc quelque part, on prend un peu le risque pour vous. De toute façon, on est sur un univers blockchain, donc toutes les transactions sont publiques. On pourra voir effectivement quels ont été le niveau des wallets avant l'arrêt, par exemple, de Zebitex, ce qui permettra derrière de vous remettre le montant qui aurait été perdu. Donc là, aujourd'hui, on vous incite plutôt effectivement à rester sur des plateformes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont un niveau quand même de sûreté qui est plutôt intéressant. Ok, donc justement, tu parlais des clés Ledger, donc ça peut tomber en panne. Oui. À n'importe quel moment, avec les cryptos compris. Donc la perte des cryptos qui a engendré. Après tout, ce n'est que du hardware, comme tu l'expliquais juste avant, comme tous les devices électroniques. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Alors, effectivement, le gros avantage, c'est que même s'il y a un virus sur votre ordinateur, le fait que ce soit stocké sur une clé externe, dans un microprocesseur, effectivement, ça vous protège du fait que le virus ou le malware vienne récupérer la clé. Donc ça, c'est extrêmement bien. Si vous avez des millions d'euros effectivement à stocker, c'est beaucoup mieux. Sauf que effectivement, ce type de hardware, si on ne prend pas la précaution de stocker la seed, donc on va dire la phrase secrète qui va permettre de régénérer les clés, et que lui tombe en panne ou qu'on le perd, effectivement, on perd les clés. Donc tout ce qui est hardware, c'est plus sûr, mais ça reste quand même quelque chose de dangereux si vous suivez pas exactement l'ensemble de la procédure. Dernière question concernant le stockage. Donc une personne nous demande, je sais que je peux stocker mes Yuko sur ma clé Ledger, mais je ne suis pas très rassurée de les avoir dessus et de devoir utiliser une autre application type MetaMask pour accéder à mes Yuko. Alors effectivement, à partir du moment où on va commencer à utiliser une clé hardware, on va être obligé d'utiliser un logiciel sur son ordinateur pour pouvoir ensuite transférer des Yuko. Donc c'est un petit peu une fatalité, c'est-à-dire si vous avez quelque chose qui est complètement indépendant de l'ordinateur, effectivement il va falloir avoir quelque chose qui fasse interface. Donc là aujourd'hui, MetaMask c'est plutôt une application qui est vraiment très bien. Donc dans l'équipe c'est vrai qu'on a tendance à la privilégier. Néanmoins, on va dire il y a deux cas de figure, soit vous restez sur une plateforme d'échange qui fonctionne plutôt bien, ou soit vous partez sur du nano ledger, et dans ce cas-là, il faudra une application type MetaMask pour pouvoir interagir et ensuite faire des transferts. Ok. Donc pour résumer sur la partie stockage, on privilégie quand même les plateformes, notamment françaises.
Vous avez également la possibilité de transférer sur une clé Ledger avec un petit tuto qu'on a mis également sur le blog à votre disposition et à votre demande. À savoir qu'effectivement, comme on l'a indiqué, tout envoi vers les clés Ledger n'engage que vous. C'est vraiment un tutoriel pour vous aiguiller dans toutes les étapes de transfert. Merci Victor. On te regarde. On va ensuite passer à la partie minage. Donc, c'est une partie que bon nombre d'entre vous attendent avec impatience. Avec la première question, donc, qui peut rejoindre le réseau de minage Uniris ? Alors, Uniris a été conçu pour être le plus décentralisé possible. Néanmoins, on a découpé les mineurs en deux familles. Il y a les familles de mineurs de validation, qui vont faire des validations et du stockage, et les mineurs de stockage pur, qui vont faire que du stockage. Il y a vraiment deux types de nœuds, c'est ça ? Il y a deux types de nœuds. Il y en a un où on a besoin de s'assurer qu'effectivement, notamment, le cryptoprocesseur qui est à l'intérieur est quelque chose de reconnu, qu'on va pouvoir, on va pouvoir s'assurer de l'identité et exclure du réseau s'il y avait un problème un jour. Et de l'autre côté, le côté pur stockage, où là, effectivement, c'est un petit peu plus permissif, c'est juste stocker des données chiffrées, et auquel cas, il y a un petit peu moins d'enjeux. Une deuxième problématique, c'est qu'effectivement, plus on accepte de mineurs sur le réseau, et plus, mécaniquement, on réduit les rémunérations sur chacun des mineurs. Donc effectivement, le réseau va toujours faire le calcul. Est-ce que je dois rajouter des mineurs de validation ? Est-ce que je dois rajouter des mineurs de stockage pour accepter de façon complètement décentralisée ou non l'ajout de mineurs de validation ou de mineurs de stockage ? Donc ce calcul, il est fait à travers d'un algorithme, voilà. C'est ça. Donc pour ceux qui ont lu un petit peu le Yellow Paper, donc on explique effectivement comment fonctionne l'algorithme pour choisir tel ou tel type de nœud. Aujourd'hui, un réseau décentralisé, pour survivre, a besoin d'être le plus réparti sur la planète possible. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'avoir 1000 nœuds à Paris et un seul à New York. Par contre, 500 à Paris, 500 à New York, là, ça commence à avoir du sens. Le réseau va rechercher à chaque fois, dès qu'un nouveau nœud, même de stockage, va arriver, par exemple, en Australie, et ce sera son premier nœud, il va lui proposer quasiment tout de suite, s'il a l'ensemble des prérequis, de devenir un nœud de validation. Parce que pour le réseau lui-même, ce nœud va avoir tout de suite un intérêt d'un point de vue robustesse. Bon, t'as un petit peu empiété sur ma prochaine question. Désolé Virginie. Savoir donc la sélection des nœuds. Est-ce que tu aurais d'autres critères au niveau des sélections que tu peux mettre en avant actuellement ? Alors effectivement, dans un premier temps, on va surtout s'appuyer sur le cryptoprocesseur qu'il y a dans les plateformes Intel. Donc ceux qui vont recevoir les premiers mineurs, ce sera effectivement sous forme de Intel NUC. Et dedans, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le TPM, et qui est en fait un cryptoprocesseur qui va permettre de stocker de façon sécurisée les clés. Alors d'un point de vue réseau, ça veut dire simplement qu'il est certain que c'est un seul mineur, il n'y en a pas 10, et que le jour où il est interdit de revenir dans le réseau, il ne pourra pas revenir. Donc c'est vraiment ça l'idée de fond. Donc des prérequis d'un point de vue hardware, donc effectivement avoir ce cryptoprocesseur avec une clé reconnue. Une deuxième qui est effectivement la partie géographique. Si c'est un mineur en Australie, effectivement, il sera bien sûr privilégié. Et puis après, bien sûr, des notions toutes bêtes comme la bande passante, comme la capacité du mineur à pouvoir ne pas ralentir le réseau. Si on a un super ordinateur qui est derrière un modem 50 bits, effectivement, tout le réseau va passer son temps à le mettre à jour des nouvelles transactions. Donc effectivement, lui n'aura pas tellement de sens et finira par être supprimé du réseau parce qu'il ne fait que le ralentir. Et à l'inverse, un nœud qui est lui derrière une connexion fibre avec un PC peut-être plus moyen, aura beaucoup plus d'intérêt pour le réseau. En termes de rémunération, qu'est-ce qui est prévu justement ? Alors, tu nous as parlé au début qu'il y avait deux types de nœuds. Donc voilà, en termes de rémunération, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Alors, pour ceux qui ont participé au réseau Bitcoin, donc par exemple j'en ai fait partie, il y avait une très grande frustration à un moment donné qui était, on faisait tourner le nœud pendant des mois sur le réseau et puis effectivement on ne gagnait jamais le challenge et donc on n'avait jamais la rémunération. Donc effectivement il y a des pools qui se sont créés qui ont permis d'améliorer un petit peu ça. Mais néanmoins, on reste toujours sur ce problème qui est j'investis l'argent, par exemple en carte graphique, j'investis l'argent en offrant mon électricité, en offrant de ma bande passante Internet,
et au final, j'ai une chance d'être rémunéré qui est très faible. Donc nous, on est parti sur un autre système, c'est-à-dire que on va garantir notamment aux nœuds de validation un niveau de rémunération minimum qui serait autour de 30 à 50 euros par mois. Et au-delà de ça, si le mineur a validé une transaction qui est par exemple a mis en jeu 1 million d'euros, effectivement, lui va gagner obligatoirement au-dessus de ces 30 ou 50 euros minimum. Par contre, ça, on ne peut le faire que sur un nombre limité de nœuds. Donc les nœuds de stockage, il n'y a absolument aucun minimum. Le niveau de rémunération est inférieur, puisqu'effectivement, il ne va pas participer à l'ensemble des validations. Néanmoins, n'importe quel nœud demain se plug sur le réseau et commencera effectivement à gagner des YUCO en participant, mais uniquement sur la partie stockage. Ok. Est-ce qu'il y a un lock-up de prévu particulier ? Alors, la confiance dans le réseau demande effectivement qu'il y ait un minimum de fonds qui soit demandé sur chacun des nœuds. Donc, on n'a pas encore le chiffre aujourd'hui. Et en allant, une fois que le réseau va grossir, ce montant va réduire. Le problème est que moins on a de nœuds sur le réseau et plus on est sensible à une attaque. C'est-à-dire dès que quelqu'un va commencer à trifouiller un petit peu son mineur, il va pouvoir potentiellement corrompre un peu le réseau, le ralentir, et c'est ça qu'on veut éviter. Donc pour le faire, effectivement, il y a une espèce de mise minimum pour être certain que si une personne le fait, effectivement, elle perd cette mise. Je sais pas si j'étais très clair, c'est c'est une partie un peu compliquée parce qu'effectivement, on est vraiment, nous, dans l'objectif de créer quelque chose qui est complètement décentralisé, où il y a besoin de mettre aucun euro au départ pour pouvoir participer au réseau. Néanmoins, il y a besoin aujourd'hui, quand le réseau est encore très étendu, on va dire, d'améliorer par des mécaniques un petit peu humaines ce fonctionnement. Moi, c'était très clair. Merci Virginie. Bon, pour l'aspect un petit peu esthétique, est-ce que ça prend de la place ? Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ce mineur ? Alors, comme par hasard, effectivement, on l'a sur la table. C'est dingue. Donc effectivement, c'est un Intel NUC. Donc effectivement, là, il est encore sur la partie non personnalisée. Donc dedans, en fait, on va mettre toute la partie software, l'ensemble des clés qui seront nécessaires pour interagir avec le réseau. Et donc c'est ça qui sera livré notamment aux premières personnes qui ont été élues justement pour être des nœuds du réseau. Donc ça consomme quasiment rien, c'est entre 18 et 25 watts. Ça se met à côté de la box, on le branche en Ethernet. Et derrière, ça fonctionne tout seul. Donc on utilise une technologie qui s'appelle l'UPnP, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de configurer la box. Directement, ça va dialoguer avec la box pour ouvrir les ports nécessaires et ensuite interagir de façon globale avec l'ensemble du réseau. Du pur plug and play, quoi. Voilà, exactement. C'est un petit peu l'idée. Ok. Donc merci Seb, à savoir qu'une communication spécifique sera effectuée sur le sujet en début d'année 2021 notamment, sur le minage avec tous les détails techniques. Voilà. Très bien. Autre sujet annexe qui sortent un peu du minage et du stockage, mais est-ce que à ce jour on respecte le planning qui a été fixé concernant notamment la mise en place du mainnet? Oui, alors un grand chapeau bas effectivement à Samuel qui a pris un peu le lead sur l'ensemble des développements. Là aujourd'hui, on a mis en place, surtout Samuel, la partie NFT, donc c'est Non-Financial Token. Comme son nom l'indique pas, en fait, ça permettra de créer l'équivalent des ERC20 qu'on a aujourd'hui sur Ethereum. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un veut créer sa monnaie locale et ainsi de suite, en fait, il va pouvoir le faire en quelques clics sur une interface dédiée de la blockchain pour pouvoir créer directement son token. Une deuxième partie extrêmement importante, c'est effectivement la partie smart contract. Donc là, l'ensemble du cœur de fonctionnement des smart contracts est quasiment développé. C'est la partie, une des parties les plus compliquées à mettre en œuvre. Donc là, en gros, on a un langage dans lequel on va pouvoir programmer les mineurs pour effectuer des tâches. Donc typiquement, d'envoyer un virement tous les jours à telle personne ou tous les mois. S'il y a telle température quelque part, envoyer un autre type d'action. S'il y a une transaction qui apparaît quelque part, dans ce cas-là, une autre type. C'est une espèce de boîte à outils absolument extraordinaire qui est en train d'être mise en place.
Et cerise sur le gâteau, alors pour ceux qui connaissent, il y a une application complètement web qui s'appelait Blockly, qui a été développée par Google et qui va permettre de programmer en visuel. C'est-à-dire en gros c'est simplement des cases qu'on vient mettre, if, then, else. C'est extrêmement simple et ce sera un petit peu à la portée de tout le monde. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire aussi bien sur la partie minage, on le branche chez soi, ça marche tout de suite. De la même façon sur le smart contract, on va pouvoir définir des règles extrêmement simples sans avoir besoin de rentrer dans le code comme dans Solidity où c'est parfois assez complexe. Donc voilà, donc oui, ça avance très bien. Donc on reste un petit peu sur le planning effectivement le premier semestre 2021. Néanmoins, effectivement, là, ça avance très bien. Côté tech, ça avance très bien. D'ailleurs, on a mis en place récemment donc les weekly updates qui ont lieu donc chaque semaine, comme son nom l'indique. Vous pouvez rester au courant de toutes les dernières nouveautés. N'hésitez pas également à vous inscrire à notre newsletter qui est avec le lien en bas du site, aussi bien pour la partie française que pour la partie anglaise, pour les recevoir chaque semaine et ne louper aucune nouveauté. Date du prochain Yellow Paper, c'est notre dernière question. Alors, on en a beaucoup de Yellow Paper. Donc effectivement, on a fait le premier qui est vraiment concentré sur le réseau distribué, la façon dont il va être capable de communiquer, d'avoir une connaissance permanente de l'ensemble du réseau sans pour autant être global. Donc ça, c'était le premier Yellow Paper. Ensuite, on en a un qui va arriver prochainement, qui va expliquer comment marchent les smart contracts avec des exemples. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça prend énormément de temps parce qu'on doit le relire à plusieurs, on doit être certain que tout ce qu'il y a décrit dessus sera pas forcément faux dans 10 ans. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à publier, même en état draft, toutes les autres Yellow Paper, parce ils ont tous bien sûr été commencés. Néanmoins, ils seront pas officialisés, je pense, avant quelques mois, parce que là, notre priorité, c'est effectivement de créer le mainnet. Et ensuite, effectivement, que potentiellement le Yellow Paper puisse être continué par d'autres personnes que la core team. Ok, parfait. Donc voilà. Très bien. C'était notre dernière question. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Uniris est avant tout un projet communautaire et c'est grâce à vous que demain nous pourrons remettre de l'humain au cœur de la technologie. C'est également grâce à vous que le lancement du Yuko a été une réussite cette année. Donc merci pour votre implication, merci pour votre soutien malgré cette année inédite. Nous espérons que vous passerez de bonnes fêtes. Nous vous souhaitons le meilleur si vous avez la chance d'être auprès de vos proches cette année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve en 2021 donc avec une nouvelle année, des nouveautés et le lancement du mainnet à suivre. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et à vous abonner également à notre newsletter pour avoir toutes les dernières nouveautés de nos weekly updates avec le lien dans la bio. À bientôt! Joyeux Noël à tous! С Рождеством и с Новым годом! आपण सर्वांना क्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. শুভ নববর্ষ এবং বড়দিনের শুভেচ্ছা রইল। Meilleurs vœux à tous. Я поздравляю с Новым годом и Рождеством всех нас. Удачи и успехов в Uniris. Meilleurs vœux, bonne fête de fin d'année. के सपरिवार के नव वर्ष के शुभकामना। Meilleurs vœux. क्रिसमस ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. आप सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. Best wishes to all of you. Meilleurs vœux!